Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour notre 6e journée d'Asser. Je remercie vivement les présents, nos confrères, nos consoeurs et en particulier nos maîtres, professeur McKinsey, qui a accepté gentiment de participer à notre journée. Comme vous savez, la rhumatologie est un champ en pleine évolution, aussi bien sûr toutes les pathologies, les rhumatismes inflammatoires chroniques avec les biologiques et les thérapies ciblées, le rhumatisme dégénératif avec beaucoup d'approches non pharmacologiques et bien sûr aussi l'activité physique qui commence à être recommandée dans toutes les recommandations, aussi bien dans les rhumatismes inflammatoires chroniques que dans les pathologies dégénératives. C'est pourquoi on a choisi pour notre journée de toucher à tout. Donc, on va d'abord commencer par les rhumatismes inflammatoires chroniques, puis le rhumatisme dégénératif, avec aussi un thème très important, l'activité physique, qui est très importante, qui doit faire partie de notre arsenal thérapeutique. Donc, il faut qu'on soit toujours ou associer toujours des traitements non médicamenteux et des traitements médicamenteux. Et enfin, bien sûr, les approches non médicamenteuses. Donc, je remercie vivement nos confrères ici présents. Je remercie les orateurs qui ont accepté de participer à notre journée. Et je remercie aussi nos partenaires, les laboratoires, pour leur soutien et leur participation. Et je passe la parole à mon ami professeur Nsal pour introduire notre cher maître, professeur McKinsey. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, cher ami, cher maître, professeur Janani. À mon tour de vous souhaiter les bienvenus dans notre 6e journée ASSER, l'association de soutien au service de rhumatologie. Je remercie tous les participants aujourd'hui qui sont venus de proche et de loin, de Casablanca et les autres villes pour assister à notre journée scientifique. Je remercie tous nos maîtres qui ont accepté de participer à cette journée scientifique, particulièrement notre maître et cher maître, professeur McKinsey. Je remercie aussi tous les modérateurs des différentes sessions. Je remercie les laboratoires qui sont toujours là, impliqués dans la formation médicale continue. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à l'organisation de cette journée, que ce soit les secrétaires, les personnes qui s'occupent de l'informatique. Donc, sans trop tarder, je vous souhaite encore une fois les bienvenus dans cette journée que j'espère pleine de partage dans la convivialité. Vous avez vu le programme, il est très diversifié. Et sans trop tarder, pour respecter le temps, on va commencer donc à 9h30, tout en ayant le grand plaisir d'écouter, comme à chaque fois, notre cher maître, professeur McKinsey, qui va nous parler des comorbidités au cours des spondylarthrites. À vous la parole. Merci, bonjour tout le monde. Alors, bien entendu, je remercie mes collègues et je suis particulièrement ravie de les voir régulièrement dans ces journées. Je les félicite pour l'organisation qui est toujours, et vous allez voir jusqu'à la fin de la journée, toujours, j'allais dire, parfaite. Et bien entendu, je suis ravie de voir certains collègues que je n'ai pas vus depuis un petit bout de temps. Donc voilà, et on va commencer tout de suite pour rester dans les temps. Alors, on m'a demandé de parler des comorbidités dans les spondyloarthrites. Et vous savez que dans ce domaine, alors je ne sais pas si j'ai... Je pense que c'est bon. Oui, donc vous savez que dans ce domaine qui concerne un certain nombre de maladies, dont bien entendu la spondylarthrite ankylosante, ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique ou la maladie psoriasique, plus exactement, les arthrites des maladies inflammatoires intestinales, les spondyloarthrites indifférenciées et les arthrites réactionnelles, qui d'ailleurs, je ne sais plus si elles existent encore, parce que je sais qu'on en rencontre quasiment plus, mais peut-être que mes collègues ont eu des cas qu'ils peuvent nous communiquer. Alors, vous savez, comme les autres rhumatismes, on décrit de plus en plus une association spondyloarthrite et comorbidité, mais encore une fois, il n'y a pas autant de données que ce qu'on a avec la polyarthrite rhumatoïde, qui est certainement le rhumatisme inflammatoire où on le connaît le mieux, ce domaine. Alors, ce sont
des maladies, ces comorbidités, qui ont un impact sur les décisions thérapeutiques, un impact en particulier sur la qualité de vie de nos patients. Et c'est pourquoi je vais essayer de passer en revue un petit peu les différentes données. Alors, d'abord, pour faire ça, non, je crois que ça ne marche pas. Pour avancer. D'accord, merci. Alors, peut-être qu'avant d'avancer, il y a quand même une donnée importante. Qu'est-ce que c'est qu'une comorbidité? Et ça a été un élément qui a fait l'objet, bien entendu, de discussions. Vous savez, chez les gens qui ont travaillé sur les comorbidités, en particulier avec la polyarthrite, c'est une pathologie qui est distincte du rhumatisme et qui est associée ou coexiste avec ce rhumatisme sans qu'une relation de cause à effet ne soit nécessairement établie. Ça va être compris au fur et à mesure, puisqu'il y a des données quand même qui permettent de voir pourquoi ce lien. Mais des fois, la maladie existe avant l'apparition du rhumatisme et de ce fait, bien entendu, elle est intégrée aussi. Alors, certains groupes ont essayé de limiter les comorbidités aux maladies dont je vais vous parler, les maladies cardiovasculaires, les infections, l'anxiété et la dépression, l'ostéoporose et les néoplasies. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont responsables d'un pronostic plus réservé quand elles existent. Elles sont bien entendu responsables d'une réponse qui est nettement moins bonne au traitement. Et évidemment, dans les pays où ça se calcule, la moins bonne productivité au travail et l'excès de mortalité, avec le coût des soins, évidemment, que ça suppose. Alors, juste une idée de la prévalence de ces différentes comorbidités, sachant qu'ici, le travail qui a été fait par ce monsieur, qui est américain, même si son nom ne montre pas, vous voyez, il a essayé de trouver dans un groupe, dans un registre, américain d'une assurance, il a sorti toute une série, alors ça frôle les 150 000 patients. Et il nous a donné une idée du pourcentage. Alors, vous voyez, la première, c'est l'hypertension, qui est un facteur de risque cardiovasculaire et non comme une authentique comorbidité. Bien entendu, les autres facteurs de risque cardiovasculaire qui sont à côté, c'est-à-dire l'hyperlipidémie, l'hypercholestérolémie, l'obésité, dont je ne vais pas parler puisque Mme Salle nous fera le plaisir de le faire. Et en second, les infections. Vous avez ensuite tout ce qui est, dépression et ostéoporose, et tout cela va être envisagé au fur et à mesure. Alors, dans d'autres études intéressantes aussi, vous le voyez, la polyarthrite est concernée par et je vais vous demander de voir juste les 3 colonnes de gauche, elle est concernée par une comorbidité dans 75% des cas. Vous le voyez, seuls 25% n'en ont pas. Regardez la moitié dans les spondyloarthrites. Le orange, c'est le rhumatisme psoriasique. Le gris, c'est la spondylarthrite ankylosante. Et vous le voyez, la moitié des cas à peu près est concerné seulement. Donc, c'est quand même un petit peu inférieur. Évidemment, quand il calcule ce qu'on appelle le Rheumatism Disease Comorbidity Index, qui est un score de comorbidité, incontestablement, la polyarthrite est en tête et le rhumatisme psoriasique vient après. Alors, on va commencer par ce qui est effectivement le plus fréquent, les maladies cardiovasculaires. Et vous le voyez, les pourcentages sont importants puisque, regardez, 3e ligne, les maladies cardiovasculaires sont présentes dans 12% des cas de spondylarthrite ankylosante et 19,4%. Très bien. Vous le voyez, c'est quand même indéniablement un élément qui est important à souligner. Ça fait quand même un patient sur 5 dans un rhumatisme psoriasique et presque 1 sur 10 dans la spondylarthrite ankylosante, même chez des sujets qui sont d'âge relativement plus jeune, il faut le souligner. En particulier, vous verrez les données d'âge. Le contraste existe, et c'est important de le souligner, dans la polyarthrite rhumatoïde, les comorbidités ont une relation parce qu'il y a un état inflammatoire chronique. Pourquoi ? Eh bien, vous le savez, certaines cytokines sont impliquées dans l'athérosclérose, l'interleukine 6 en particulier, mais pas que, et dans la polyarthrite rhumatoïde. Dans le rhumatisme psoriasique ou maladie psoriasique, c'est plutôt le profil métabolique. Obésité, bien entendu diabète, etc. On va l'envisager. Dans les MIC-I, le risque d'événements cardiovasculaires est dominé par les accidents thromboemboliques. Donc tout ce qui est
spondyloarthrite associée à ces maladies vont essentiellement, on a noté que c'était surtout cela. Alors, l'impact sur l'athérosclérose se fait par la perturbation du microbiote. Alors, l'augmentation de mortalité est quand même conséquente puisque vous avez 36 à 40% d'augmentation dans la spondylarthrite ankylosante et pas dans les formes avec Mickey, paradoxalement, et c'est expliqué surtout par l'augmentation, cette augmentation dans la spondylarthrite ankylosante, l'augmentation des maladies cardiovasculaires et surtout de leurs facteurs de risque. Alors, ces facteurs de risque, j'ai voulu en parler parce que c'est important, ça nous explique certaines choses. Vous le voyez, on les connaît, les non modifiables. Eh bien, quand on a un certain âge, qu'on est de sexe masculin, qu'on a dans la famille une histoire d'événements cardiovasculaires, évidemment, on a des risques de faire cela. Mais on s'intéresse surtout aux modifiables. L'hypertension, le tabac, la dyslipidémie, le diabète, l'obésité. Pourquoi ? Parce qu'on peut agir dessus. Et l'hypertension artérielle, c'est le facteur le plus prévalent, on l'a vu tout à l'heure, bien entendu, pourquoi ? Parce qu'il est prévalent dans les coronaropathies ischémiques et dans les AVC dans la population générale. Mais il l'est aussi dans les spondyloarthrites et il est souvent, malheureusement, ce facteur, il est souvent non diagnostiqué. Et c'est pourquoi, un petit point, arrêtez-vous, prenez l'attention chez tous vos patients. C'est très important dans les rhumatismes inflammatoires chroniques. Le tabac, deuxième facteur. On connaît son rôle et sa fréquence, bien entendu, dans les spondylarthrites ankylosantes. Par rapport à la population générale, les spondylarthritiques fument 2 fois plus. Première chose. Deuxième chose, il est souvent associé, mais ça vous le savez, à un état inflammatoire attesté par la CRP élevée, par l'activité de la maladie et impact sur la progression structurale. Excusez-moi, j'ai mis un S dans progression, il n'en fallait pas. Double rôle du tabac, donc, à la fois comme facteur de risque traditionnel, mais aussi, vous le voyez, il va augmenter l'incapacité et l'ankylose, donc la sédentarité, mais il va en plus, bien entendu, impacter la fonction cardiovasculaire. Troisième facteur, la dyslipidémie, et ça a été rapporté. Alors, ce qui est extraordinaire dans la polyarthrite rhumatoïde, et que maintenant on connaît bien, il y a ce qu'on appelle un paradoxe lipidique. C'est-à-dire que dans la polyarthrite, pendant les poussées, eh ben, le cholestérol est bas. Et c'est quand le malade va mieux que le cholestérol se met à augmenter. Et les auteurs le montrent très bien. Vous avez plusieurs séries où ça a été montré. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important. Maintenant, dans les spondyloarthrites axiales actives, et j'ai mis la PR pour contraster un peu les deux données, vous le voyez, là, il y a une réduction du HDL, c'est le bon cholestérol, et c'est celui, malheureusement, qui va justement activer ou du moins être responsable de cette dégradation de la fonction cardiovasculaire. Il y a une augmentation du cholestérol total et du mauvais cholestérol, le LDL, donnée dans quelques études. Mais on n'a pas de données assez claires et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Enfin, le diabète, il est plus concerné dans la maladie psoriasique et c'est un facteur de risque qui occupe, si vous voulez, le devant dans 10% des cas de toutes les maladies cardiovasculaires. Alors, un petit exemple d'une série, vous le voyez, où vous avez, alors je vais essayer de les pointer, vous le voyez, on a pris des registres de spondylarthrite ankylosante et on a essayé de voir ce que ça donnait en termes d'événements cardiovasculaires. Eh bien, regardez, vous en avez 3 qui sont en gras à droite en bas, sur la colonne du bas, vous voyez, l'insuffisance cardiaque en fait partie. Vous avez également l'hypertension comme facteur de risque, mais aussi bien entendu comme une forme de comorbidité, et l'accident vasculaire cérébral. 3 types d'accidents qui, a priori, on ne s'attendrait pas, et pourtant, ce sont des malades qui sont souvent pas si âgés que ça. Alors, dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, pourquoi j'ai montré cela? C'est un monsieur qui a relevé tous les événements, et la plupart, dans la colonne résultats, la plupart, ce sont des accidents thromboemboliques. C'était pour dire l'importance, bien entendu, de ce type de complications dans les maladies inflammatoires. Alors, qu'en est-il du risque cardiovasculaire et des traitements? Parce que ça va impacter inévitablement notre décision dans le choix du traitement. Eh bien, en matière d'anti-inflammatoires, puisque c'est ce qu'on utilise le plus dans les formes de spondylarthrite, notamment spondylarthrite ankylosante, la prescription
doit être prudente quand il s'agit d'une maladie psoriasique avec maladie cardiovasculaire. Si c'est une spondyarthrite ankylosante forme axiale, la discussion se fait au cas par cas. Ça dépend de beaucoup de choses, du contexte gastro-intestinal. Bien entendu, ça dépend d'un certain nombre d'éléments, en particulier d'antécédents gastriques. Il y a des études, comme l'étude Précision, qui avait été faite dans la polyarthrite rhumatoïde, qui essaie de comparer des anti-inflammatoires. Franchement, dans la littérature, vous trouvez de tout. Et puis, vous avez une étude française célèbre, d'ailleurs, qui avait montré qu'il n'y avait pas trop de risques, en tous les cas, dans la spondylarthrite ankylosante, mais c'était une tranche de sujet relativement jeune. Alors, en matière de corticoïdes, maintenant, vous avez essentiellement, c'est surtout dans le rhumatisme psoriasique où on est amené à l'utiliser, vous avez le conseil sur la dose minimale efficace vu son impact sur le risque cardiovasculaire. Dans les CS-DIMARD, eh bien, il y a quelques études qui pointent du doigt, regardez, la réduction du risque cardiovasculaire par la salazopyrine. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a un composé salicylé dans la salazopyrine. Et on connaît très bien le rôle cardioprotecteur du méthotrexate dans la polyarthrite rhumatoïde. Et sa place dans le rhumatisme psoriasique, quand même, nous permet de dire qu'il y a sûrement un rôle cardioprotecteur. L'évaluation du risque cardiovasculaire, c'est la grosse question. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des recommandations de l'EULAR qui disaient simplement qui ne parlaient au fond que de ce qui concerne la polyarthrite rhumatoïde. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans la polyarthrite rhumatoïde, et les cardiologues et les rhumatologues considèrent la maladie comme étant un facteur qui doit multiplier par 1,5 le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que quand on a une PR et un problème cardiaque, eh bien, ça multiplie le risque par 1,5. Et donc, c'est un facteur de risque incontestable et retenu. Dans les spondyloarthrites ankylosantes, ça n'est pas bien défini. Donc, quand on veut screener ce risque cardiovasculaire, est-ce qu'on doit procéder comme dans la polyarthrite rhumatoïde ? Oui, il est conseillé de faire une évaluation du risque cardiovasculaire tous les 5 ans. Et s'il y a un changement, et à chaque changement de traitement. Et on utilise des outils de prédiction validés, par exemple le HeartScore, le QRisk3, etc. Ce sont des questionnaires, vous savez, on demande aux gens est-ce qu'ils ont une hypertension, est-ce qu'ils fument, etc., etc. Les facteurs de risque classiques sont recherchés. Et on évalue l'état des artères carotides pour voir s'il y a des dépôts dès 55 ans à 60 ans, ça dépend des cas et surtout des séries. Alors, juste une chose importante, qu'en est-il, puisque là je n'ai envisagé que les traitements non biologiques, qu'en est-il des traitements biologiques ? Eh bien, là vous avez une série qui a été récemment publiée par Zhao, et ce monsieur a tout simplement screené toutes les publications qui se sont faites sur les JAK inhibiteurs, les TNF, les inhibiteurs de TNF et les interleukines 17 pour dire les inhibiteurs d'interleukine 17 pour voir quel était le risque cardiovasculaire comparatif des JAK inhibiteurs avec le TNF et les anti-TNF. Et vous le voyez, apparemment, dans le cardiovasculaire, c'est à peu près équivalent. Avec les IL-17, il y a une petite supériorité des JAKi en termes d'impact. Et on le sait, les publications continuent, vous le savez, il y a eu des alertes concernant ces médicaments, d'où, bien entendu, une surveillance absolue avec les JAKi. Alors maintenant, dans le rhumatisme psoriasique, qu'en est-il de ces risques cardiovasculaires ? Eh bien, là aussi, une très belle série coréenne, sud-coréenne, qui a concerné plus de 12 000 patients. C'est un registre, c'est la chance qu'ils ont. Eh bien, regardez, quand on compare chez les sujets la survie sans événement cardiovasculaire, et c'est la courbe de gauche, par les biologiques, c'est orange, vous le voyez, il y a quand même, incontestablement, quand ils n'ont pas d'antécédents cardiovasculaires, une survie conséquente. Regardez quand on voit à droite, toujours le orange, sous-biologique, et qu'ils ont des antécédents d'événements cardiovasculaires connus, donc hypertendus et ou autres, bien entendu, atteintes cardiovasculaires, vous le voyez, la survie est nettement moindre que celle de gauche. Alors, au terme de cette revue sur les maladies cardiovasculaires, 2 conseils, je crois que c'est très important. On doit screener quand même les choses de manière assez régulière. On doit, deuxième chose, réfléchir avant de prescrire n'importe lequel des traitements.
et choisir celui qui va le moins impacter le malade si jamais il a déjà des antécédents. Alors maintenant, je vais passer aux infections. C'est beaucoup plus facile. On le sait, il y a une prévalence de l'équivalent de 18,2% dans la spondylarthrite ankylosante d'infections. Il y a différents types d'infections, vous les connaissez. On les recherche, bien entendu, notamment quand on prescrit un biologique, on les recherche avant. Et les infections respiratoires sont souvent en lien avec des antécédents infectieux respiratoires, avec des BPCO et avec les BD-MARS préalables. Parce que vous le savez, c'est en tête des infections que donnent les BD-MARS. Il y a un rôle, semble-t-il, protecteur du HLA-B27 pour les infections respiratoires. C'est quand même à connaître, mais c'est une étude sérieuse qui l'a montré. Et il y a bien entendu une relation probable infection-activité de la maladie. Et on le sait, quand les malades ont une forme active, c'est eux qui sont exposés au plus de risques, y compris à ce dont on a évoqué avant, les affections cardiovasculaires. Il y aurait, semble-t-il, selon les séries, plus d'infections pulmonaires chez les femmes. Donc on a intérêt, évidemment, à être un peu plus vigilant. Alors, qu'en est-il des recommandations dans les infections? Eh bien, vous allez retrouver un petit peu tout ce qui se fait. C'est-à-dire que vous allez avoir à rechercher une tuberculose latente, toutes les infections virales, HIV, HBV, HBVC, etc. Mais cela, c'est déjà fait avant les biologiques. Dans les recommandations, on vous les conseille, même quand vous venez, c'est pas toujours fait chez nous, ça n'est pas fait systématiquement, en tous les cas dans la pratique quotidienne. Mais sachez que ça fait partie des recommandations qu'a publié le LAR. Alors, troisième comorbidité, la dépression, et je pense que ça, vous l'avez constaté chez beaucoup de vos patients qui ont un rhumatisme inflammatoire et notamment des spondyloarthrites, vous le voyez, il y a quand même, par rapport à la population générale, le double en matière de spondylarthrite ankylosante et jusqu'à 24% de prévalence dans les formes avec Mickey. Les facteurs de risque retenus sont ceux de toute dépression, la douleur chronique, la fatigue, l'activité physique réduite, le psoriasis, ça il y en a beaucoup. Et vous avez également, au cours chez les patients qui ont une dépression, des taux plus élevés d'inflammation et de certaines cytokines. Et en fait, ça impacte aussi la réponse à vos traitements, ça c'est incontestable. Juste insister sur cette série, elle était très intéressante. Regardez ce qu'on trouve. C'est là où j'ai tiré les traits rouges. Vous le voyez, chez des sujets qui sont relativement jeunes, 40 et 49 ans, ceux qui ont des comorbidités et surtout la dépression. Regardez, vous avez l'ancienneté de la maladie qui joue. Vous avez bien entendu l'atteinte de, la prise d'anti-inflammatoires, effectivement. Et vous avez surtout, regardez, la sévérité de la maladie, comme en témoigne l'Eurocol médian. Et enfin, le BASFI, c'est-à-dire la fonction, en quelque sorte, de ces patients. Alors, les séries qui montrent qu'il y a une dépression, et on le comprend aisément, c'est tellement long. Toutes les maladies chroniques s'accompagnent de dépression, ou en tous les cas, dans beaucoup de cas, et c'est peut-être important de le souligner. Qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous conseille de screener tout simplement par... Alors, je vais pas m'attarder sur ça, mais regardez, on dit, pour être alerte, pour surveiller la survenue d'une dépression chez nos patients, 2 questions. Pendant le dernier mois, vous êtes-vous senti comme incapable de faire une activité, comme déprimé ou sans espoir, désespéré en fait? Ou bien, durant le dernier mois, avez-vous eu peu d'intérêt ou peu de plaisir à faire des activités? Et c'est déjà, si le malade vous répond oui à ces 2 questions, c'est qu'on est déjà bien parti, ça commence à être un sacré terrain dépressif. Alors, avant-dernière, élément, avant-dernière comorbidité, l'ostéoporose, sa prévalence dans la population générale et regardez chez les hommes jeunes en bonne santé, des séries où vous avez 13,4% d'ostéoporose et ce sont des hommes d'âge moyen, 44 ans, avec 65% bien entendu de la série qui était de sexe masculin. Et les autres études, vous avez différentes catégories, mais vous en avez quand même pas mal dans les formes axiales de spondylarthrite ankylosante. Alors, attention,
la DMO est basse, même si la durée de la maladie est inférieure à 3 ans, et donc le risque de fracture est plus élevé. Et cette relation ostéoporose-SPA est étayée par un certain nombre d'arguments, lesquels la sédentarité, évidemment, la malabsorption s'il y a une MICI, les corticoïdes et le taux élevé des cytokines, parce qu'il y a une relation entre la perte osseuse et l'état inflammatoire, on le connaît bien maintenant. Juste une idée des mesures, mais ce n'est pas pour vous montrer tout ça. C'est simplement pour vous dire que quand on mesure la colonne vertébrale, la densité minérale osseuse au niveau de la colonne vertébrale, vous savez qu'on la mesure de face. On peut être complètement gêné par l'existence de syndesmophytes. Et donc, la proposition de mesurer latéralement, bien entendu, est faite dans ces études. Et surtout, comme on sait qu'il y a des syndesmophytes qui peuvent masquer tout ça, de faire le trabecular bone score, qui est une étude de la texture, en quelque sorte, osseuse. Et là aussi, on trouve effectivement une prévalence d'un TBS bas. Et c'est important de rechercher cette ostéoporose chez les gens. Pourquoi ? Eh bien, on s'est rendu compte que quand on traite par anti-TNF, vous avez incontestablement une augmentation du taux de cette densité minérale osseuse. C'est démontré par plusieurs études. Sur les fractures, l'impact est peut-être différent. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les spondylarthrites ankylosantes peuvent vous faire des fractures vertébrales, et en l'occurrence, c'est sur celle-là qu'on pointe le doigt, des fractures vertébrales qui n'ont rien à voir avec l'ostéoporose, qui ont à voir avec leur ankylose. Et donc, c'est d'autres types de fractures. Et les données sur les fractures ne sont pas aussi convaincantes, en tous les cas, que les autres sites fracturaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on trouve une ostéoporose dans une SPA ? Eh bien, le contrôle de l'activité de la maladie, bien entendu, avec, on le sait, l'effet positif des anti-TNF sur la DMO a été démontré dans la cohorte DÉSIR, alors surtout au niveau lombaire, pas tellement sur l'extrémité supérieure du fémur. L'effet protecteur des INS sur la perte osseuse à la hanche, ça a été démontré aussi. Et enfin, eh ben, on fait le FRAX, on traite comme une ostéoporose dans la population générale, sauf que le FRAX, et on a affaire à une population plus jeune, dans les spondylarthrites ankylosantes notamment, il n'est pas validé pour les moins de 50 ans. Alors, élément, la dernière, les affections malignes. La relation inflammation-cancer, on le sait, est attestée par un certain nombre de dommages tissulaires qui répondent à une inflammation locale et qui sont causés par le relargage des cytokines. L'induction de cancer, on les connaît par les cytokines, les chémiokines, les prostaglandines. Le rôle de l'inflammation dans le micro-environnement tumoral est important. C'est d'ailleurs pour ça que, vous savez, dans certaines tumeurs, on donne des corticoïdes pour essayer de diminuer justement cette inflammation qui est néfaste. Et enfin, les données sont contradictoires sur l'association. Et quand on lit, alors il y a un certain nombre d'articles, mais véritablement certains disent qu'il y en a un peu plus, d'autres un peu moins. J'ai essayé un petit peu de faire le point et le rôle des traitements dans la survenue des cancers est connu. Alors ici, j'ai trouvé une méta-analyse qu'a fait ce monsieur, vous le voyez, italien. Il y a incontestablement dans la spondylarthrite ankylosante 2 choses à surveiller. 1, les hémopathies, et on va voir un petit peu plus loin pourquoi. Et 2, les cancers du tube digestif. Alors pourquoi ? Parce que c'est principalement, semble-t-il, l'intestin qui est le siège de lésions inflammatoires, vous le savez, et donc il peut y avoir, ça peut faire le lit de certains cancers. Maintenant, si on considère le rhumatisme psoriasique, eh bien, il y a l'impact sur le cancer des médicaments, ça on va le voir un petit peu plus loin. Il y a essentiellement les cancers cutanés non mélanomes et bien entendu les cancers qui existent chez tout le monde et qui doivent être screenés, en particulier du fait du terrain métabolique chez ces patients. Alors, j'ai voulu montrer ici une étude qu'a menée cette jeune femme dans un registre américain. Vous avez quand même un nombre conséquent de personnes. Elle a sorti des dossiers et regardez, qu'est-ce qui ressort ? C'est le lymphome non-hodgkinien dans les spondylarthrites ankylosantes, la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple. Donc, c'est quelque chose qui est rapporté, vous l'avez vu, dans la série précédente, mais aussi dans celle-ci. Donc, attention, quand on a une spondylarthrite ankylosante face à soi, il faut absolument qu'on check même ce type de choses. Alors, les conseils sont moins évidents. On n'a pas beaucoup de retours sur la manière, comment on procède pour le screening.
ce qui est conseillé, c'est le screening des cancers comme dans une population générale, cancer colorectal et cancer du sein. C'est les seuls qui sont donnés dans ces cas-là. La dermatologie pour les patients, mais ça vous le savez, sous anti-TNF-alpha. Et vous avez, bien entendu, malgré tout, le screening qui n'est pas suffisamment fait. Alors, on le voit. Vous avez, quand on voit justement, alors pourquoi il n'est pas suffisamment fait, les patients ne suivent pas les conseils. Et vous avez, c'est ma dernière plaque, vous le voyez, quand on demande aux patients, et c'est une étude sur 220 patients spondyloarthritiques menée par Claire Dayen, vous le voyez, quand on leur demande de faire leur vaccination, vous avez pratiquement le tiers qui fait la vaccination de la grippe. Le screening du cancer, le quart. Si on leur demande d'aller voir un endocrinologue parce qu'on a un diabète, vous avez seulement, regardez, la moitié qui vont le voir. C'est quand même très, très bas. Vous avez ensuite, quand vous demandez juste de contrôler la tension artérielle, les 3/4 le font. C'est déjà quelque chose qui est plus facile à faire, le contrôle. Mais regardez tout le screening des autres, et notamment de voir le cardiologue, eh bien, ça n'est pas suffisamment fait. Alors, les raisons, rapidement, unaware, c'est que j'ignorais ça. Et pourtant, les médecins le disent. Et souvent, les oublient, bien entendu, et d'autres qui se disent en progrès, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'organiser pour ça. Alors, c'est selon nos recommandations, évidemment, nous essayons de les suivre, mais nous, quand on recommande quelque chose aux patients, il y a peut-être des répétitions à faire pour que nos patients puissent être plus fréquemment au fait de ces complications. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur McKinsey, pour cette excellente présentation qui a fait le tour des différentes comorbidités au cours des spondylarthrites. On va peut-être ouvrir la discussion de Mme McKinsey avant de passer à la suivante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup. Etc. Bon, ça, on le fait facilement, on l'envoie chez le diabétologue. Mais pour le risque cardiovasculaire, tout particulièrement, puisqu'il est le plus fréquent, je pense qu'il faut avoir une bonne relation avec le cardiologue et le faire au moins, tous les 5 ans, quand il n'y a rien, et conseiller aux gens qui ont déjà un problème de voir leur cardiologue régulièrement. Personnellement, je le fais pour les gens qui ont des antécédents. Mais screener comme ça, dans les spondylarthrites, j'entends. Mais j'ai été, et pourtant je savais qu'il y avait des éléments sur par exemple, bon, je le fais pour l'insuffisance aortique quand il y en a une, ou quand il y a eu un événement, une péricardite il n'y a pas longtemps, des choses comme ça. On le fait systématiquement après, mais de manière précise, le faire, je veux dire régulièrement. Je crois que déjà avec ceux qui ont un antécédent, on a du mal, mais il va falloir franchement faire un peu mieux. Ce qu'a fait l'équipe de Montpellier, de Claire Dayen, c'est d'ouvrir une consultation, ce qu'ils appellent la consultation multimorbidité. Et c'est quelque chose qui a l'air de marcher. C'est-à-dire qu'ils font spécifiquement une consultation pour les rhumatismes inflammatoires, où ils checkent tout ça, et ensuite, ils établissent un lien avec l'endocrino, etc., etc. Je pense que ça peut être une bonne idée. Et c'est vrai, Mme Kinsey, je reviens juste sur le risque des maladies thromboemboliques chez les patients qui ont des spondylarthrites et surtout le risque de thrombophlébite. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de malades suivis pour spondylarthrite et qui ont des CRP qui ne sont pas expliqués. Il faut peut-être penser aux uvéites et aussi aux thrombophllébites qui sont quand même fréquents chez les patients qui ont un spondylarthrite. Absolument, absolument.
Madame Elbassi. Donc, toujours pour le risque cardiovasculaire, j'ai juste pour ce qui est des problèmes métaboliques. Vous avez évoqué le cholestérol et surtout l'effet paradoxal du cholestérol dans la polyarthrite rhumatoïde. Qu'en est-il de l'hyperuricémie? Je dis bien hyperuricémie, ce qui veut dire pas forcément une goutte, dans ces spondyloarthrites. Est-ce qu'on a songé à la chercher? Parce que de plus en plus, on voit les cardiologues prescrire de la colchicine comme traitement protecteur des complications cardiovasculaires. Merci. Alors, la goutte, juste puisque je rebondis sur votre deuxième partie, la goutte est un véritable facteur de risque cardiovasculaire. Le gros problème, c'est que les cardiologues traitent des hyperuricémies, même quand elles sont chez les hommes à 72 mg, pour ne voir que l'exemple dont j'ai gardé le souvenir il n'y a pas longtemps. J'ai arrêté le Zyloric parce que quand vous interrogez ces personnes, il n'y a pas de risque, je veux dire, à 72, et s'il n'a pas fait de crise de goutte, il n'y a aucune utilité à faire cela. Maintenant, c'est vrai que quand il y a une goutte, il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Alors, l'uricémie peut être recherchée maintenant, l'hyperuricémie peut être recherchée, et je pense qu'elle doit l'être, quand vous avez des psoriasis, et en particulier des psoriasis très étendues, puisque vous avez un catabolisme cellulaire qui est important, et là, oui, il faut le faire. Alors, et des fois, vous avez des crises, et je me rappelle d'une patiente, d'ailleurs, je crois qu'on l'avait vue ensemble, mesdames, une patiente qui avait fait une crise au gros orteil, on s'est dit psoriasis ou goutte, et finalement, c'était une goutte associée. Alors, on a la chance, c'est vrai, d'avoir les échographies, là aussi, qui vous permettent de voir s'il y a des signes de goutte assez tôt et donc de pouvoir traiter en conséquence. Mais pas de colchicine, pas de Zyloric, c'est aucune utilité. Franchement, quand vous n'avez pas de goutte, aucune utilité. Alors, l'hyperuricémie asymptomatique n'a pas de risque cardiovasculaire. Et moi, je l'ai dit et répété à une collègue cardio, d'ailleurs, je l'ai même écrit, parce que, vous savez, je reçois 3 patientes de chez elle et tous les 3 sont Zyloric. Et des fois, ce sont des doses de 200 mg jour pour une hyperuricémie qui est modérée, et vous vous dites, ou qui est légère, et vous avez peur des effets secondaires cutanés que peut donner ce médicament, comme vous le savez. Alors, sincèrement, je n'ai rien lu là-dessus, sur la colchicine. Maintenant, quand il y a... Les cardiologues l'utilisent beaucoup dans les péricardites. Vous voyez, pour traiter quand elles persistent. Et ça, oui, ils l'utilisent. C'est le seul domaine où je connais la colchicine chez le cardiologue. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle? S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup encore une fois, professeur McKinsey, pour votre excellente présentation. Donc, je donne la parole au professeur Genani pour introduire Madame Lamal.